Bonsoir, Romain. J'espère que nous sommes en forme. Dans deux précédentes vidéos, nous avons parlé de fermentation alcoolique chez la levure, fermentation lactique dans les cellules eucaryotes humaines. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des alternatives utilisées par les cellules pour réoxyder le NADH+, en absence d'oxygène ou encore en absence de mitochondries dans les cellules, comme c'est le cas pour les globules rouges. Donc, les globules rouges étant dépourvus de mitochondries, donc le NADH+ ne peut pas être réoxydé dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, par conséquent, la cellule met en place une alternative pour pouvoir réoxyder le NADH+, et du coup faciliter la continuité et des réactions d'oxydation. Maintenant, il faut savoir que la glycolyse produit le NADH+, mais cette glycolyse est extra-mitochondriale. Donc, pour une cellule qui ne dispose pas de mitochondries, donc l'oxydation du glucose se limite à la glycolyse et ensuite la fermentation lactique ou fermentation alcoolique pour pouvoir réoxyder le NADH+ issu de la première réaction de la deuxième phase de la glycolyse. Maintenant, nous allons parler de la destinée de l'acide pyruvique. OK? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici au laboratoire? On peut oxyder complètement en CO2 et H2O les substances organiques composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, glucose, et les lipides, les protéines. Maintenant, ces réactions d'oxydation, ou encore ces réactions de combustion, donc, ils libèrent de l'énergie, mais toute cette énergie est perdue, est dissipée dans la nature. OK? Maintenant, dans les cellules des organismes aérobies, mais le pyruvate formé à l'issue de la glycolyse est oxydé en gaz carbonique et eau par une série de réactions enzymatiques au cours desquelles une partie de l'énergie est stockée sous forme d'une molécule à haut potentiel énergétique. OK? Donc maintenant, c'est ce qu'on a vu lorsqu'on étudiait le chapitre bioénergétique et métabolisme. Donc, on parlait de l'énergie libre de Gibbs. Donc, c'est la partie de l'énergie et c'est une partie de l'énergie libérée qui est utilisée pour faire un travail. Donc, ça peut être un travail chimique, travail mécanique, électrochimique, etc. OK, maintenant, ce qu'il faut comprendre, si on prend un bout de bois ou un boulet, toute l'énergie est perdue, est dissipée dans la nature. Mais par contre, dans les cellules, donc la combustion du glucose ou encore l'oxydation du glucose libère de l'énergie, mais une partie de cette énergie est utilisée pour faire un travail, une partie de cette énergie est stockée, okay, sous forme chimique, et cette molécule que vous connaissez bien, c'est l'ATP. OK? Maintenant, avant même de produire l'ATP, donc l'acide pyruvique va être converti, va subir différentes transformations. Dans un premier temps, cet acide pyruvique, par décarboxylation oxydative, va être converti en acétyl-CoA, qui c'est l'intermédiaire commun de tous les substrats énergétiques. On va voir ça dans la suite. Et l'acétyl-CoA va entrer dans le cycle de Krebs où effectivement, donc, ces deux molécules de carbone donc, vont finalement être transformées en deux molécules de gaz carbonique et des molécules d'eau. OK? Maintenant, cette partie de l'énergie ainsi stockée et utilisable par la cellule s'appelle l'énergie libre de Gibbs. Donc, on a vu ça dans un chapitre. OK? Donc, ici, c'est un rappel.
Donc, la forme chimique ultime sur laquelle cette énergie est stockée est la molécule d'ATP. Donc, ATP pour la plupart des êtres et des êtres vivants. Donc, pour certains êtres vivants, c'est pas ATP. Ça peut être GDP, GTP, etc. La première étape enzymatique dans la conversion du pyruvate en CO2 et H2O est une décarboxylation oxydative. En fait, au cours de cette décarboxylation, il y aura une formation de molécules de gaz carbonique, mais étant donné que le pyruvate possède 3 atomes de carbone, donc normalement, il devrait y avoir formation de 3 molécules de gaz carbonique. Donc, au cours de la décarboxylation oxydative, il y aura formation d'une molécule de gaz carbonique et au cours de la prochaine étape, à savoir le cycle de Krebs, donc les deux autres molécules de CO2 donc, seront formées. Ok, maintenant nous allons parler de l'entrée du pyruvate dans la mitochondrie. Le pyruvate, c'est l'ultime produit de la glycolyse. Donc, la glycolyse débute avec et, et le glucose, ok? Donc, maintenant, cette voie métabolique qui constitue un ensemble de 10 réactions enzymatiques aboutit à la formation de 2 molécules d'acide pyruvique. Pourquoi 2 molécules d'acide pyruvique? C'est parce que le glucose possède 6 atomes de carbone, mais acide pyruvique ou pyruvate, c'est 3 atomes de carbone. Donc, si vous faites diviser 6 par 2, donc ça baille 3. OK? Donc, maintenant, chez les eucaryotes, les 2 étapes préalables au cycle de Krebs sont donc l'entrée du pyruvate formé par la glycolyse dans le cytosol, dans les mitochondries. Donc, le pyruvate qui est formé dans le cytosol doit entrer dans la mitochondrie. OK? Maintenant, cette entrée, pas oublier que la mitochondrie possède une double membrane. OK? Une double membrane qui assure la régulation, le contrôle de ce qui sort et de ce qui entre dans la mitochondrie. Donc maintenant, cette entrée s'effectue via un mécanisme de diffusion passive au travers des pores de la membrane externe de la mitochondrie. Donc la mitochondrie possède une double membrane, une membrane externe mitochondriale, et une membrane interne mitochondrienne. Donc, le passage de la membrane externe se fait sans difficulté. C'est diffusion passive. OK? Donc, à travers des pores de la mitochondrie. Mais par contre, au niveau de la membrane interne, donc, il va y avoir l'intervention du transporteur membranaire. OK? Donc, ce sera un transport actif. OK? Vous allez voir, c'est un transport actif. Donc, tout ceci, c'est pour, en fait, vraiment contrôler et les molécules qui sortent et les molécules qui entrent dans la mitochondrie. Donc, puis, via un mécanisme de transport actif, donc, le passage de la première membrane, c'est transport passif. Le passage de la membrane interne mitochondriale, c'est transport actif. Et ce transport est catalysé par la pyruvate translocase, une enzyme qui est localisée dans la membrane interne, okay, donc qui va faciliter donc l'entrée de pyruvate dans la mitochondrie. Donc, un transporteur mitochondrial du pyruvate semble également intervenir dans l'import du pyruvate. Alors, pourquoi on parle d'import ici? Un instant.
OK? Donc, justement, et pourquoi on parle de l'import? En fait, c'est parce que, en fait, le pyruvate entre avec une autre espèce chimique. OK? Il s'agit de transport actif secondaire. OK? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de transport actif. Transport actif primaire, quand c'est l'ATP qui fournit l'énergie. Mais quand c'est un gradient électrochimique qui fournit l'énergie, OK, et on parle de transport actif secondaire. Et dans le cas du transport actif secondaire, il y a l'antipore. OK, il y a antipore, c'est-à-dire que les deux molécules ou bien espèces chimiques sont transportées dans le sens contraire, antipore, mais quand les deux espèces sont transportées dans le même sens, on parle d'import. Par exemple, pyruvate entre avec un proton hydrogène ou encore le glucose entre avec un ion sodium, donc dans le même sens, donc on parle de et, sympore. Alors, c'est sympore, c'est pas l'import, c'est sympore et antipore, OK? Sympore et antipore. OK, donc ça, c'est l'entrée du pyruvate dans la mitochondrie. Donc, passage de la première membrane sans énergie, passage de la deuxième membrane avec intervention d'une enzyme et d'un transporteur mitochondrial, donc avec énergie. Et puis, deuxième étape là, c'est la transformation de la mitochondrie du pyruvate en acétyl-CoA, acétyl-coenzyme A, catalysé par la pyruvate déshydrogénase. Donc, pyruvate déshydrogénase, c'est un complexe multi-enzymatique. Donc, on a gagné pour nous qui est élément qui est entré dans la formation de ce complexe. OK, maintenant là, qu'est-ce que ça veut expliquer nous là? C'est un résumé de l'oxydation et complète des substrats énergétiques et de la formation et de l'ATP au niveau des mitochondries. Donc, vous voyez ici, on a glucose, lipides, acides aminés qui sont des substrats énergétiques. Donc, glucose, c'est glycolyse, lipides, c'est bêta-oxydation, et puis acides aminés, catabolisme des acides aminés. Donc, tous ces substrats, par des voies métaboliques, aboutissent à la formation d'un intermédiaire commun qu'on appelle l'acétyl-CoA. Donc, c'est seulement acétyl-CoA qui a ce privilège d'entrer dans le cycle de Krebs. Donc maintenant, que vous soyez glucose, lipides, acides aminés, si vous voulez produire de l'énergie en quantité suffisante, notamment pour le glucose, il faut passer par l'acétyl-CoA parce que l'acétyl-CoA, c'est la porte d'entrée du cycle de Krebs. Donc l'acétyl-CoA et entre dans le cycle de Krebs, bien entendu, ce n'est pas l'acétyl-CoA, c'est le radical acétyl qui est transféré au cycle de Krebs avec régénération de coenzyme A. Donc, le groupe acétyl qui entre dans le cycle de Krebs va être converti au cours des 8 réactions du cycle de Krebs en 2 molécules d'acide et de gaz carbonique et des molécules d'eau. Maintenant, au cours de ces processus, de toutes ces réactions, il y a formation de NADH+. OK? Et il y a formation de NADH+, formation de FADH2, qui sont des coenzymes d'oxydoréduction sous forme réduite, c'est-à-dire riches en énergie, et qui ont accepté des électrons au cours des réactions d'oxydation. Ces coenzymes réduits vont céder leurs électrons à la chaîne respiratoire mitochondriale et ce sont ces électrons qui, au bout et au terme de cette chaîne respiratoire mitochondriale, donc, vont permettre donc, la synthèse de l'ATP. Donc, nous avons bien l'occasion pour nous parler de toute étape ça en détail. OK, maintenant nous allons parler de la formation de l'acétyl-CoA. Comme on l'a dit,
Donc, le pyruvate ou encore acide pyruvique entre dans la mitochondrie grâce à une perméase. Donc, c'est une protéine membranaire, un transporteur membranaire et un mécanisme de cotransport. OK, cotransport. Donc, cotransport, ça peut être antipore ou encore sympore. Donc, maintenant, ce cotransport, c'est de cotransport de protons H+, et de pyruvate. Voilà, et le pyruvate ici est dans le cytosol. Le pyruvate est formé dans le cytosol. Donc, le pyruvate entre dans la mitochondrie. OK? Donc, arrivé dans la mitochondrie, donc ce pyruvate, qui ça le fait? Il décarboxylé. Donc, il perdu un groupement, le groupement carboxyle. OK? Donc, il reste le groupement acétyl. Et ce groupement acétyl réagit avec coenzyme A pour donner l'acétyl-CoA. Maintenant, au cours de ce processus, donc, il y a formation de NADH+, donc il va réoxyder dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Et chaque molécule de NADH+, qui est réoxydée va donner naissance à 3 molécules d'ATP. OK? Donc maintenant, on regarde plus en détail, l'entrée et pyruvate. Hein? Donc ici, on dit que le pyruvate issu de la glycolyse diffuse à travers la membrane mitochondriale externe. Donc voici la membrane mitochondriale externe. Donc c'est passage et par diffusion passive. Donc là, il n'y a pas consommation d'énergie. Mais par contre, arrivé à la membrane externe, donc vous voyez bien que pyruvate entre, il y a un proton qui entre. Donc l'entrée de ce proton crée une différence de potentiel, OK, électrochimique à travers la membrane. Donc cette différence de potentiel électrochimique crée une source énergétique, donc facilitant l'entrée des pyruvates. Donc ici, il s'agit de sympore, c'est un cotransport, il s'agit de sympore puisque les deux espèces chimiques entrent dans et sont transportées dans le même sens. OK. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est un transport actif secondaire parce que l'énergie provient d'un gradient électrochimique. OK. Donc, le pyruvate entre. Donc, alors là, il indique que le pyruvate là est capable de soit by naissance à acétyl-CoA ou bien les by naissance à oxaloacétate. Bon, ça, c'est autre chose. Maintenant, utilise un sympore avec H+, et la pyruvate translocase pour passer la membrane mitochondriale interne. Celle-ci est imperméable pour petites molécules comme le pyruvate. Donc, cela veut dire que pyruvate là, il pas qu'à passer par diffusion simple dans la membrane interne, parce que la membrane interne est imperméable donc à ces petites molécules. Donc, normalement, c'est un transport facilité. Alors ici, c'est un rappel, uniport, les différents types de transport. Donc ici, c'est uniport. Dans le cas des cotransports, donc si les deux espèces sont transportées dans le même sens, on parle de symport. Si les deux espèces sont transportées dans deux directions différentes, donc on parle de antiport. Donc c'est à titre de rappel. OK, là encore, c'est une reprise du transport, de l'entrée de pyruvate dans la mitochondrie. Qu'est-ce qu'on dit ici? Et le transport actif secondaire, contrairement au transport actif primaire, n'utilise pas l'énergie qui lui est directement fournie lors de l'hydrolyse de l'ATP. À la place, c'est la différence du potentiel électrochimique qui est utilisée. J'ai déjà expliqué nous ça. Maintenant, on regarde les différentes réactions qui entraient dans la conversion de pyruvate en acétyl-CoA. Maintenant, dans quel cas
pyruvate est transformé en acétyl-CoA, c'est en condition aérobie, c'est-à-dire qu'il faut oxygène disponible. Donc, songez bien, quand l'oxygène n'est pas disponible, quand cellules dépourvues de globules rouges, mais pyruvate lui-même, il prend l'autre route. Il pas prend route acétyl-CoA, il pas prend route et cycle de Krebs, mais il prend route fermentation lactique ou fermentation alcoolique. Fermentation lactique alcoolique, donc c'est un cas d'absence et de manque d'oxygène et en cas d'absence de mitochondries dans la cellule, donc les globules rouges. OK? Donc maintenant, en condition aérobie, le pyruvate est transformé en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale. OK? Donc, dans la matrice mitochondriale. Maintenant, on regarde son réaction qui est très complexe. Donc là, on a ici, cette réaction s'appelle décarboxylation oxydative. C'est une réaction irréversible. Regardez bien, différents éléments qui interviennent dans la réaction. Vous avez le pyruvate. Donc, pas oublier qu'on parle de décarboxylation. Donc, c'est le groupement acide carboxylique qui va être enlevé. Le groupement acide carboxylique l'enlevé, c'est ça qu'a prêté acétyl. Donc, le groupement acétyl va être additionné, fixé sur le coenzyme A pour produire l'acétyl-CoA. OK? Maintenant, on parle de décarboxylation oxydative, c'est-à-dire non, il y a non seulement la décarboxylation, mais il y a aussi une oxydation. Et là, on va faire nous ça. On va faire nous pour l'oxydation. On regarde avec. Quel est le nombre d'oxydation de cet atome de carbone? Donc, le nombre d'oxydation de cet atome de carbone ici, c'est plus 2. OK? C'est plus 2. Donc, liaison carbone-carbone, c'est même électronégativité. Carbone-carbone en haut, même électronégativité. Donc, carbone-oxygène, oxygène est plus électronégatif. Donc, si on donne les 2 électrons du carbone à oxygène de façon arbitraire, carbone a perdu d'électrons. Donc, perte de 2 électrons a entraîné une charge de plus 2. OK? Maintenant, même atome de carbone, ça, on a regardé nombre d'oxydation là. Donc là, il y a avec oxygène, carbone, 0, oxygène, carbone, 0, oxygène, carbone plus 2, et puis carbone soufre plus 1. Donc le soufre est plus électronégatif que carbone. Non, plus 1. Donc nombre d'oxydation, nous, elle passe de combien? Elle passe de plus 2 à plus 3. Effectivement, il y a une oxydation. C'est pour cette raison qu'on parle de décarboxylation oxydative. Vous comprenez? Bon, je l'espère. OK, on parle de décarboxylation oxydative. Maintenant, je vous avais dit que pyruvate déshydrogénase qui catalyse les réactions, ça, c'est un complexe multi-enzymatique qui possède 3 enzymes et 5 coenzymes. C'est un complexe de 3 enzymes et de 5 coenzymes. Donc, on verra dans la suite les différents éléments en détail. Donc, maintenant, là, les coenzymes, c'est acétyl-CoA, NAD, TPP, thiamine pyrophosphate, on a FAD, flavine, adénine, dinucléotide, et puis on a lipoate ou encore acide lipoïque. Voici les 5 coenzymes qui accompagnent les 3 enzymes E1, E2, E3 du complexe multi-enzymatique pyruvate déshydrogénase. Donc, c'est ce complexe qui, à travers une réaction complexe, va transformer pyruvate en acétyl-CoA. Donc, en bas, on vous donne le bilan métabolique. On vous donne le bilan métabolique. Donc, pyruvate
plus coenzyme A plus NAD plus by acétyl-CoA plus NADH et gaz carbone. Donc, c'est le bilan énergétique. OK, donc maintenant parlons de la structure du complexe de la pyruvate déshydrogénase. Donc PDH est l'un des plus gros complexes multi-enzymatiques connus. OK, donc les gagnants, alors chez Escherichia coli ou bactéries, le complexe a 60 sous-unités. 60 sous-unités, donc c'est une protéine avec 60 sous-unités, c'est-à-dire que 60 chaînes polypeptidiques, c'est extrêmement complexe comme protéine. OK, donc les gagnants trois enzymes, c'est pyruvate déshydrogénase. Pyruvate déshydrogénase, dans les mêmes qui ça, c'est un tétramère alpha 2 bêta 2, c'est le premier enzyme, E1, il est associé avec TPP. OK, pyrophosphate de thiamine ou bien thiamine pyrophosphate comme cofacteur, il y a 24 sous-unités chez les prokaryotes, 24 sous-unités. Donc peut-être ma connaît. Nous voyons en bleu, il y a jaune, il y a bleu, il y a vert, etc. Donc c'est ça, tout ça nous est bleu, c'est même sous-unité. Deuxièmement, c'est dihydrolipoamide acétyltransférase. OK, dihydrolipoamide acétyltransférase, c'est deuxième enzyme, homodimère, il est formé de deux chaînes identiques, deux chaînes polypeptidiques identiques, et gagne 24 sous-unités comme ça. Donc, ils fonctionnent avec quel coenzyme les mêmes? Acide lipoïque et coenzyme A. Pas bien que l'acide lipoïque, c'est un coenzyme d'oxydoréduction, tout comme FAD, tout comme NAD+. Après ça, coenzyme A, thiamine pyrophosphate, donc ce sont des coenzymes de transfert de groupement. Thiamine pyrophosphate, il transporte, il prend en charge les groupements, les gaz carboniques, alors que coenzyme A, lui-même, il prend en charge les groupements acyl, comme acétyl. Et ça fait nous parler de acétyl-CoA. OK? Donc, acétyl, c'est marchandise, c'est sac là. Coenzyme A, c'est camion. Donc, coenzyme A, c'est un transporteur de groupement acétyl. Et puis, troisième enzyme, dihydrolipoamide déshydrogénase, homodimère. Donc, il fonctionne avec deux coenzymes d'oxydoréduction, c'est FAD et puis NAD+. Alors maintenant, on va parler du mécanisme réactionnel. OK? Du mécanisme réactionnel de la décarboxylation oxydative du pyruvate ou encore acide pyruvique par le complexe multi-enzymatique pyruvate déshydrogénase qui est formé de 3 enzymes et de 5 coenzymes. Première étape, la sous-unité E1, c'est-à-dire que le premier enzyme, c'est les mêmes qui catalysent la décarboxylation du pyruvate. Pas oublier qu'il est associé avec TPP. Et depuis TPP, qu'on ait une décarboxylation. Donc, le pyruvate réagit avec le groupe postétique de la sous-unité E1. Donc, TPP, c'est un groupement postétique. Ce n'est pas un co-substrat. Le pyrophosphate de thiamine, donc, qui prend en charge le groupement carboxyle. Après le départ du CO2, il reste un intermédiaire à 2 carbones, le pyrophosphate dihydroéthylthiamine.
OK? Dihydroéthyltiamine. Deuxième étape, dihydroéthyltiamine est transféré sur la sous-unité E1 au groupe prosthétique lipoamide, OK, de la sous-unité ED. Donc, vous voyez le transfert. Donc, transfert là, il fait de la sous-unité E1 qui catalyse les premières réactions au groupement prosthétique lipoamide de la sous-unité E2. OK? Maintenant, cette étape ferait d'abord intervenir l'oxydation de HE-TPP par la forme disulfure du groupe lipoamide pour former l'acétyl-TPP. Il y aurait ensuite transfert du groupe acétyl à la forme dihydro du groupe lipoamide. Enfin, le coenzyme A réagirait avec le groupe acétyl pour former l'acétyl-CoA et la forme réduite sulfhydryl SH ou encore thiol du groupe lipoamide. Donc, on va voir tout ça dans un schéma. Et troisième étape là, nous disons la sous-unité E3. Troisième enzyme catalyse la réoxydation du groupe lipoamide réduit et la sous-unité E2 pour participer à un nouveau cycle catalytique. Le groupe prosthétique de E3 est la flavine, adénine dinucléotide, qui est réduite en FADH2 au cours de cette réaction. Donc, la réoxydation en FADH est couplée à la réduction de NAD+ en NADH+. Donc, je vais vous expliquer tout ça à travers un schéma. Voici le schéma. Donc, on comprend plus bien à partir de ce schéma. Donc, schéma ça, il résumé, comme je cherche un schéma plus belle, il résumé en réalité tout ça, nous avons dit là, la décarboxylation oxydative de pyruvate. Donc, schéma, il commence, point de départ, c'est à gauche avec pyruvate, et puis, et point d'arrivée, c'est à droite avec la réoxydation de FAD. Donc, maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la décarboxylation est assurée par, alors il faut bien dire, la décarboxylation oxydative. Nous avons montré pourquoi on dit oxydative. La décarboxylation oxydative est assurée par un complexe multi-enzymatique qu'on appelle pyruvate déshydrogénase. Il y a 3 enzymes, 5 coenzymes. Donc, 3 enzymes, c'est pyruvate déshydrogénase, E1, dihydrolipoamide acétyltransférase, dihydrolipoamide déshydrogénase. OK? Donc, pyruvate déshydrogénase il fonctionne avec TPP comme groupement prosthétique, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante même de l'enzyme. Et on gagne dihydrolipoamide acétyltransférase qui fonctionne avec coenzyme A et lipoamide. Est-ce que c'est ça vraiment? Voilà. Et acide lipoïque, coenzyme A et acide lipoïque. Et puis, on gagne dihydrolipoamide déshydrogénase qui fonctionne avec FAD et puis avec NAD. Ok, regardez. On a parlé de décarboxylation oxydative. Non seulement faut gagner une molécule de gaz carbonique qui est éliminée, mais carbone qui est lié avec gaz carbonique, il faut que le nombre d'oxydation passe de 2 à 3. Nous démontrons ça déjà. OK? Donc, ici, excusez-moi, là, nous voyons effectivement, flèche ça indique nous que il y a un gaz carbonique qui est éliminé. Ce nous bien. Flèche ça indique nous qu'il y a élimination d'une molécule de gaz carbonique. Mais cette élimination de molécules de gaz carbonique est assurée par TPP. Ouais? TPP qui est lié avec enzyme ça. Donc, nous avons bien flèche là. Donc, le fait que nous avons deux flèches ça au croisé, ça veut dire que ça? Ça veut dire que c'est deux entités ça qui réagissent. OK? Donc, le fait que nous avons deux flèches ça au croisé là, ça veut dire que c'est acide pyruvique, excusez-moi, avec TPP
qui réagit, ok? Acide pyruvique avec TPP qui réagit. Cette réaction conduit à l'élimination de CO2 et aussi à l'union, ok? À l'union de TPP avec reste acide pyruvique là. Donc, si le groupement carboxylate là éliminé sous forme de gaz carbonique, vous êtes d'accord avec moi que bon reste qui était là. Mais reste qui était mais reste qui était mais les mêmes ça va faire pour le fixer à TPP pour banou hydroxy et éthyle et pyrophosphate et thiamine. Est-ce que nous est bien? Donc, nous, effectivement, TPP, donc, il collé avec CH3 et CH, et puis, fonction cétonale transformée en fonction alcool. Très bien. OK. Donc, on a là, c'est la première étape. Donc, là, nous finissons pratiquement avec enzyme 1. Donc, on a là, réaction va continuer avec et molécule ça. Donc, nous avons une flèche qui monte. Nous avons flèche ça, mais flèche la montée là. Qui ça veut dire? Flèche la montée, le retourner by TPP. Ça veut dire que TPP est régénéré. TPP n'est plus lié avec n'est plus associé dans cette molécule. Donc, si TPP est libéré, mais reste molécule là, mais côté lié qu'on y a là. Est-ce que nous mais nous regardez bien, nous avons flèche là sorti en bas, nous avons deux flèches ça au croisé là. Donc, si on croise là, ça veut dire qui ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux molécules ça, c'est eux-mêmes qui réagissent. Molécules ça avec ça. Ouais, ils réagissent ensemble. Le réagissent ensemble, mais qui ça baille. Donc, complexe ça, qui ça le fait, les transférer. Pas oublier que, t'as bien, hein? Pas oublier que TPP, c'est ça TPP. TPP, c'est un coenzyme de transfert. Donc, le lié avec une molécule, il n'est pas capable définitivement le capable pour capable de transférer sur une autre molécule. Mais qui ça TPP fait? TPP transférer CH3, CHOH là sous et le coenzyme ici qu'on appelle acide lipoïque. OK? Ouais? Donc, mes coenzymes là, acide lipoïque. Donc, acide lipoïque là, il sous forme oxydée. OK? Sous forme oxydée. OK? Mais là, le produit sulfure, il sous forme oxydée. On y a là qui sa réaction ça fait, mais résultat réaction. Donc, en acceptant CH3, CHOH, eh bien, le cycle qui gagne et produit sulfure ouvre la donne, ouais, l'ouvre. Donc, le fait que l'ouvre, donc, on vient gagner, mais groupement que coenzyme acide lipoïque accepté, donc, le cycle est ouvert, et puis on vient gagner la SH. Donc là, nous avons gagné S liaison S, donc c'est la forme oxydée de l'enzyme. Donc là, nous voyons que l'enzyme commence à réduire parce que il vient gagner un hydrogène. Pas oublier que gain d'hydrogène correspond à une réduction, perte d'hydrogène correspond à une oxydation. OK, donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enzyme, ça, E2, lui-même, est associé non seulement avec coenzyme A, mais il est associé aussi avec acide lipoïque. Et ce n'est pas trois acides lipoïques, c'est montrer nous comment acide lipoïque lui-même évolue au fil du processus. Donc, acide lipoïque, il a deux formes. Il est capable d'exister sous forme oxydée. OK? Donc, voici la forme oxydée. Il est capable d'exister sous forme réduite. OK? Donc, il montre nous comment l'acide lipoïque lui-même évolue au cours de processus. Donc, pas maintenant tête que c'est trois acides lipoïques, c'est un seul acide lipoïque, mais il montre nous comment lui-même transformer les différentes étapes de la transformation de l'acide lipoïque de la forme oxydée à la forme réduite. Pour que ça nous gagne ces coenzymes d'oxydoréduction, mais c'est parce que on a parlé de décarboxylation oxydative. Donc, si on a parlé d'oxydation, il faut non seulement des enzymes d'oxydoréduction, mais il faut aussi des coenzymes d'oxydoréduction. Et là, il y a trois coenzymes d'oxydoréduction, c'est acide lipoïque,
FAD, NAD+. Il y a deux coenzymes de transfert de groupement, c'est TPP avec coenzyme A. OK? Donc maintenant, acide lipoïque, voici acide lipoïque. Donc en acceptant ce groupement, voilà, donc ce groupement est transféré à acide lipoïque, et bien, il vient converti en, mais résultat, donc vous avez un groupement qui est accepté par acide lipoïque. Donc cette acceptation conduit à une ouverture du cycle, notamment la rupture de la liaison et du pont disulfure, liaison S, et puis on vient gagner une non-sulfure qui réduit. OK? Ah, maintenant, si ce groupement est transféré à acide lipoïque, eh bien, TPP est régénéré. Donc, la régénération de TPP donc, va faciliter, pour faciliter la continuité de cette réaction. Il ne faut pas oublier que le coenzyme entre dans une réaction, le coenzyme dans lui-même, il participe après ça, il faut qu'il régénère. S'il n'est pas régénéré, la réaction a bloqué quelque part. OK, maintenant, acide lipoïque, sous cette forme, il est capable de semi-réduite, et ça le fait lui-même, il transférer le groupement acétyl. Voici le groupement acétyl. Il transfère ce groupement acétyl à coenzyme A. Les coenzyme A acceptent le groupement acétyl là. Et bien, vous venez gagner acétyl-CoA. Est-ce que vous voyez bien? Vous venez gagner acétyl-CoA. Et bien, quand on a l'atome de source, lui-même, il vient libre. Et bien, il vient transformer en SH. Est-ce que vous voyez? Donc là, nous venons gagner acide lipoïque sous forme réduite. Donc ici, c'est acide lipoïque sous forme oxydée, mais ici, c'est acide lipoïque sous forme réduite. Donc maintenant, il faut que cette forme réduite se réoxyde pour pouvoir faciliter la continuité de cette réaction et qui coenzyme qui pourra réoxyder acide lipoïque, c'est le FAD. FAD pour accepter les deux atomes d'hydrogène, il peut oxyder et de phosphoryl en acceptant les deux atomes d'hydrogène. Donc la réaction va se faire entre acide lipoïque réduit et FAD. Donc les hydrogènes vont être transférés avec FAD. Donc FAD, en acceptant les deux hydrogènes, est transformé en FADH2. Donc vous voyez bien les deux atomes d'hydrogène. Donc si coenzyme réduit en perdu ces deux atomes d'hydrogène, donc il ne reste que des atomes de soufre, et bien c'est-à-dire qu'il y a une réoxydation. Donc, reformation du pont disulfure. OK? Maintenant, étant donné que FAD est important pour la réoxydation de coenzyme lipoacide lipoïque réduit, elle n'est pas capable d'être sous forme NFADH2. Donc, FADH2 peut aussi lui-même réoxyder en FAD grâce à l'intervention de NAD. Qu'on a la NAD pour faire qui ça, NAD+ pour accepter les hydrogènes de FADH2. FADH2 en cédant les hydrogènes à NAD pour retourner sous forme de oxydé FAD. Et puis NAD+ en acceptant les hydrogènes de FAD, mais pour le convertir en NADH+. Donc NADH+, ça lui-même qui côté le réoxyder dans la chaîne respiratoire mitochondriale, et cette réoxydation va aboutir à la formation d'ATP. Donc voilà le mécanisme réactionnel de la décarboxylation oxydative de acide pyruvique qui est transformé en acétyl-CoA. Donc acétyl-CoA qui ça va faire les mêmes, il va entrer dans le cycle de Krebs pour qu'il va entrer dans le cycle de Krebs pour être capable de convertir en gaz carbonique et l'eau. Donc, pas oublier qu'au cours de cette réaction, il y a formation d'une molécule de gaz carbonique. Et ce qu'il faut se rappeler également, il y a formation de NADH+. Donc, comme c'est deux acides pyruviques, pas oublier que glycolysant est naissance à deux acides pyruviques,
Donc là, on a multiplié ça par 2, donc c'est 2CO2 et puis 2 NADH+. Donc là, nous allons faire bilan énergétique, on a besoin d'informations ça pour nous capables de faire calcul. OK, donc m'expliquer tout ça déjà. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Comment s'effectue la régulation du complexe pyruvate déshydrogénase? Pas oublier que toute voie métabolique même yo régulé. Donc, on dit pyruvate déshydrogénase est inhibé lorsque l'un ou plusieurs des trois facteurs suivants sont augmentés. Donc, le rapport ATP est sur ADP. Donc, quand il y a beaucoup d'ATP, pour que rapport ça est augmenté, donc, il faut que ATP soit supérieur à ADP. Si ADP est supérieur, donc on a gagné rapport la petit. Mais quand ATP est en grande quantité, donc rapport a augmenté. Donc, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'ATP, donc il n'y a pas nécessité pour que l'acide pyruvique continue à convertir en acétyl-CoA pour acétyl-CoA entrer dans le cycle de Krebs. So, ça, c'est la régulation. Donc, le ventre nous plein, nous pas manger. C'est-à-dire que si cellule a suffisamment d'ATP, eh bien, côté ATP, ça, c'est les mêmes qui peuvent servir de ligand, c'est les mêmes qui peuvent servir comment on dit, après ligand, pour notre façon de dire encore, ma banne non tout à l'heure, si vous songez, de ligand pour la réguler enzyme. Donc, quand le rapport NADH+, il est augmenté également, donc, ça veut dire que si il y a un pile NADH+, donc ça, c'est un facteur aussi qui peut inhiber et pyruvate déshydrogénase. Parce que s'il y a beaucoup de NADH+, ça veut dire que pour gagner un pile ATP qui peut synthétiser et aussi pour le rapport acétyl-CoA, coenzyme A. OK, donc il dit que le complexe pyruvate déshydrogénase est étroitement régulé par la pyruvate déshydrogénase kinase, OK, et la pyruvate déshydrogénase phosphatase. Donc, c'est des enzymes qui aussi participent à la régulation de la pyruvate déshydrogénase. Donc là, ils montrent nos schémas, qui ça qui est capable d'activer, qui ça qui est capable de désactiver. OK, je dis l'activité de la pyruvate déshydrogénase est très finement régulée car elle joue un rôle central dans le métabolisme énergétique. En effet, la réaction catalysée par la PDH met en relation la glycolyse, la néoglycogénèse et l'oxydation des acides gras avec le cycle de Krebs. OK? Donc, cela veut dire que si il y a énergie, il y a un ATP, donc, pyruvate là, il ne peut pas le transformer en acétyl-CoA, il est capable de dévier vers la néoglycogénèse, OK, ou bien vers d'autres processus. De plus, l'activité de la PDH est importante également dans la régulation du flux de la transformation du glucose en malonyl-CoA nécessaire à la synthèse des acides gras. Je vous l'avais dit, le nous prend trop de sucre, il y a une quantité dans le sucre qui est transformé. Il y a une quantité dans le sucre qui est transformé en graisse. Parce que la quantité qui est transformée en ATP, si le stock d'ATP est satisfait, est atteint, et par contre, bon, reste là va le transformer en glycogène. Et si glycogène là, aussi stock là atteint, il reste à transformer en graisse. Et c'est ça, on dit nous là. OK? Donc, de plus, l'activité de la PDH est importante également dans la régulation du flux de la transformation du glucose en malonyl-CoA nécessaire à la synthèse des acides gras. Donc, sucre, glucose capable de graisse. OK? Depuis l'année XL, la graisse.
Donc, l'acétyl-CoA produit dans les mitochondries par la PDH est transporté dans le cytosol sous forme de citrate quand la charge énergétique de la cellule augmente. Dans le cytosol, le citrate est hydrolysé par l'ATP citrate lyase pour former l'oxaloacétate et l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA peut être converti en malonyl-CoA, précurseur des acides gras, par l'acétyl-CoA carboxylate. Donc, expliquez-nous comment un excès de glucose capable conduit à la formation de acides gras. Ça, c'est extrêmement important pour nous songer. Donc, là, nous prenons trop sucre, et bien, une quantité qu'elle transforme en graisse. Donc, graisse là, d'origine, il est capable de venir directement des lipides, il est capable de venir indirectement du glucose et pourquoi pas des acides aminés également. OK, donc on nous dit que l'accumulation du malonyl-CoA dans le cytosol, quand la charge énergétique de la cellule est élevée, sépare les acides gras du cytosol de la machinerie oxydative des mitochondries en inhibant la carnitine par méthyltransférase 1. Cet effet du malonyl-CoA couple l'augmentation de l'oxydation du glucose à la diminution de l'oxydation des acides gras. Et puis, qu'est-ce qu'on dit encore? L'activité de la sous-unité E1 est régulée par une activation par phosphorylation de 3 résidus sérine de la sous-unité alpha par la pyruvate déshydrogénase kinase. OK? Donc là, il y a parlé de régulation de premier enzyme. Donc, premier enzyme est inactivé par phosphorylation. Donc, il y a 3 sérines là-dedans. OK? Il y a 3 sérines. Mais 3 sérines, ça sont capables de réagir avec un groupement phosphate. Donc, maintenant, leur réagit avec un groupement phosphate. Donc, ça conduit à l'inactivation de l'enzyme. Un groupement phosphate, ça est ajouté sous sérine par la pyruvate déshydrogénase kinase. Et quand c'est une déphosphorylation par la pyruvate déshydrogénase phosphatase, c'est l'activation. Donc, la phosphorylation inactive, la déphosphorylation active. OK? La régulation allostérique des sous-unités E2, enzyme 2 et enzyme 3 contrôle la quantité d'acétyl-CoA produite à partir du pyruvate. Donc, quand on dit régulation allostérique, c'est-à-dire que les ligands qui peuvent fixer sur l'enzyme, ils peuvent fixer sur le site actif, mais là, fixer sur l'autre site qui est différent du site actif. Là. Donc, elle établit donc un lien entre le flux de la glycolyse. En général, les substrats de la PDH sont des activateurs et les produits de la PDH sont des inhibiteurs. Donc, substrat, c'est activateur, les produits sont des inhibiteurs. Voilà, donc là, on vous donne un résumé. Voilà, le NAD+, qui ça le fait activer deuxième enzyme non, coenzyme A, donc ce sont les substrats. Donc, les substrats sont des activateurs et puis les produits sont des inhibiteurs. Ouais, NADH inhibe E3, acétyl-CoA inhibe E2, alors que NAD+ est activé et puis coenzyme A est actif. Donc, voilà pour la décarboxylation oxydative. Alors là, excusez-moi parce que pendant que l'on m'a toussé parce que pour gripper, gorge n'est pas trop bon. Donc là, c'est ici, m'a essayé ouais comment ça est. Ça fait nous dernièrement, je vois deux coups de vidéo. C'est parce que je commencé et puis je ne suis pas capable. Je vais essayer encore, donc je ne suis pas capable. Donc du coup, ouais, et à essayer de gérer gorge non. Tout ça pas grave. Mais là, moi, plus ou moins, donc on pense à partir du mois de juillet, comme pas tellement fait cours, pas tellement parler vraiment. Soit essayer de faire moi à partir du mois de juillet, donc ma bonne forme pour nous capable de prendre cours correctement. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas
et poser vos questions. Généralement, nous pas poser questions. Bon, j'espère que c'est comprendre, nous comprendre, c'est cours qui fait bien. De toute façon, je suis disponible à répondre à vos questions.